8h14, votre invité Sonia Mabrouk est un ancien ministre, sénateur de l'Allier. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Claude Malhuret. Bonjour. Effectivement, sénateur, président du groupe Les Indépendants au Sénat. Vous êtes également médecin, épidémiologiste. Vos discours, vos propos à la tribune du Sénat sont remarqués et très suivis. Vous n'y allez pas par quatre chemins quand il s'agit de dénoncer des positions anti-vaccins ou quand vous estimez que le débat devient totalement irrationnel. Je voudrais qu'on démarre cet entretien en écoutant brièvement l'une de vos interventions au Sénat, c'était en juillet dernier, extrait dans lequel vous maniez une ironie cinglante. Après que durant des années, 11 vaccins nous aient été injectés à l'insu de notre plein gré, au 12e, bingo, nos yeux se sont dessillés grâce à ces combattants de la liberté qui ont eu le courage de nommer l'infamie du pass sanitaire. Apartheid pour Florian Philippot, coup d'État pour Asselineau, discrimination généralisée pour Coquerel et ce soir enfermement généralisé pour Ravier. Étoile jaune ou Shoah pour les plus audacieux. En définitive, la meilleure preuve des progrès de l'humanité, c'est qu'en 2500 ans, nous sommes passés de Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook. De Socrate sur l'Agora à Francis Lalanne sur Facebook. Claude Malhuret, est-ce que vous résumez ainsi l'état de notre débat actuel ? Le débat actuel est d'abord sophistiqué, complexe, mais une partie, et notamment ceux que j'ai cités, une partie de ceux qui font le débat public essayent de le simplifier au-delà et surtout ne cessent depuis un an, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas les ménager, essayent depuis un an de foutre la trouille aux Français. Systématiquement, depuis le début, leur position, je parle de Philippot, enfin, en plus, il faut voir qui c'est, Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, Le Pen, Mélenchon, le pacte germano-soviétique de la désinformation, systématiquement, l'erreur, systématiquement, le faux ou le mensonge. Ils ont été d'abord pour l'hydroxychloroquine, ils ont réussi à faire d'un médicament qui ne servait à rien et qui était toxique au passage, une affaire planétaire. Ils ont ensuite été contre le vaccin, rappelez-vous le surgelé Picard de Mélenchon, etc. Ils ont été contre le pass sanitaire, ils sont aujourd'hui contre le pass vaccinal, ils sont contre ils sont spécialisés, infaillibles dans l'erreur, et ils arrivent à convaincre un certain nombre de personnes, malheureusement, ceux qui se retrouvent aujourd'hui, on le sait, tout le monde le sait, c'est sur toutes les télés, dans les services de réanimation, et qui font qu'on déprogramme ceux qui ont des maladies auxquelles ils ne peuvent rien, franchement, quand je parle avec je suis médecin, vous l'avez dit, quand je parle avec mes collègues, ils sont aujourd'hui, certains sont accablés, d'autres sont fous de rage. Donc ce débat, il est bien plus complexe qu'ils le voudraient, il n'est pas en noir et blanc, mais en tout cas, chaque fois qu'ils font ce débat en noir et blanc, ils sont du côté de l'erreur. Malgré tout, vous n'entendez aucun argument, par exemple, que répondez-vous, Claude Malhuret, à ceux qui affirment que nous ne sommes plus vraiment en démocratie, ou alors que nous allons plutôt vers un modèle à la chinoise où tout sera contrôlé, où nous serons nous-mêmes contrôlés et nos libertés restreintes et reniées. Alors ça, c'est le débat sur les libertés que même un élève du bac philo peut résoudre. Enfin, je veux dire, ce truc-là, ça fait un an qu'on nous bassine avec les libertés. La liberté, et on l'a dit 100 fois, c'est pas l'irresponsabilité, c'est pas la possibilité de faire emboliser les services de Réa pour que ceux qui devraient être soignés ne puissent plus l'être. La liberté, encore une fois, sujet bac de philo, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. La liberté, c'est pas celle de pouvoir mettre les autres en danger. Donc leur liberté, c'est pas de la liberté, c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'égoïsme, c'est de la licence, et je peux faire tout ce que je veux. Or notre société, toutes les sociétés vivent évidemment sur un compromis entre les différentes libertés. L'exemple le plus simple, c'est qu'on vous confie pas une voiture avec laquelle vous pouvez tuer des gens si vous n'avez pas le permis de conduire. Vous dites pas, j'ai pas la liberté de prendre une voiture comme ça. Bon, ben c'est pareil dans tous les domaines. Donc cet argument sur les libertés, il est tellement pauvre. Je sens de la lassitude, voire de la colère chez vous ce matin, c'est le cas? Ah ben ça fait longtemps que je suis en colère. Oui, ça fait longtemps que je suis en colère. Comment voulez-vous que les soignants ne soient pas en colère? Ils soignent des gens dont ils savent qu'ils n'auraient jamais dû être là. Enfin, regardez l'histoire des frères Bogdanov, regardez
pour parler de ceux qui ont fait qui ont défrayé la chronique, quand vous êtes médecin, vous avez des malades cardiaques, cancéreux, etc., que vous ne pouvez pas soigner, et que vous avez devant vous, d'ailleurs, les soignants commencent à avoir une discussion, vous l'avez peut-être vu, sur le serment d'Hippocrate, en disant nous devons soigner tout le monde, etc. Et bien entendu qu'ils soignent tout le monde, mais soigner des gens qui auraient pu ne pas être là, qui pouvaient très bien se protéger, alors que les autres, on est obligé de leur dire revenez dans 6 mois, et c'est pas juste un délai, c'est une perte de chance. Mais monsieur le sénateur, je vais vous citer un principe de notre état de droit: nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Et me semble-t-il, les non-vaccinés, peut-être que c'est une faute morale, c'est ce que vous semblez estimer, mais ils ne contreviennent pas à leur devoir. Il n'y a pas d'obligation vaccinale, donc ils ne contreviennent pas à la loi. À mon avis, ils contreviennent à leur devoir moral et à leur devoir de solidarité vis-à-vis de leurs concitoyens. Mais le problème n'est pas qu'ils contreviennent ou non à la loi. Vous dites de ne pas faire ce que la loi ne permet pas. Mais depuis le début, le Parlement a été réuni 12 fois. 12 fois. Le gouvernement a très bien pu prendre les décisions par décret. Dans beaucoup de pays d'Europe, le pass vaccinal, le pass sanitaire, etc., tout ça a été pris par décret. Pas de parlement, rien. Là, je comprends qu'on dise, c'est peut-être un peu fleur de café. Mais depuis le début, il n'y a pas une mesure qui n'ait pas été prise par le gouvernement et le Parlement. Donc vous estimez que les garde-fous sont là et que les parlementaires, députés, sénateurs... La loi, elle est là. La loi, elle instaure le pass sanitaire et on ne va pas au-delà. La loi, elle va instaurer le pass vaccinal. Donc cet argument qui disent ils n'ont pas violé la loi, mais la loi elle-même ne viole les libertés de personne. C'est le Parlement qui en décide. Elle est contrôlée par le Conseil d'État, elle est contrôlée par le Conseil constitutionnel. Excusez-moi, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, il n'y a pas beaucoup de démocratie. Bien, mais on pourrait vous opposer où on ferait la loi de cette façon-là. Monsieur le sénateur, que le Conseil d'État s'est contredit à un moment sur le pass sanitaire. Mais revenons au projet. Mais qui ne s'est pas contredit. Qui, parce que le virus fait un virage à 180 degrés, nous surprend tous les mois, tous les 2 mois, mute, varie, etc. Qui ne s'est pas contredit? Alors le Conseil d'État, comme les autres, il est bien obligé, au fur et à mesure, d'avancer en tâtant les pierres, parce que tout le monde est en tâtant les pierres dans la rivière. Tout le monde est en train de faire ça, et tout le monde le fait depuis le début. Quittons le domaine de la morale et allons sur le domaine de l'efficacité, parce que c'est bien de cela dont il s'agit pour limiter la propagation des variants. Est-ce que le pass vaccinal que vous allez voter et qui arrive, je le précise, au Sénat en commission des lois aujourd'hui et demain dans l'hémicycle, est-ce que c'est une mesure sanitaire de nature à limiter la propagation des variants? C'est une mesure, bien entendu. Le but du pass vaccinal, et il faut pas y aller par-dessous, il faut pas y aller, il faut dire, et d'ailleurs Véran l'a dit, le pass vaccinal, c'est pour contraindre à se faire vacciner, parce que si vous ne l'êtes pas, ça vous empêche un certain nombre d'interactions sociales, etc. C'est donc une contrainte. De la même façon, comme je le disais tout à l'heure, que la vie sociale est faite de contraintes, des contraintes acceptées en démocratie par une majorité, et avec le respect des minorités. Donc c'est bien entendu que le pass vaccinal est une mesure politique, mais c'est en même temps une mesure sanitaire, parce que si aujourd'hui tout le monde il reste plus que 8% de non-vaccinés, si aujourd'hui tout le monde était vacciné, il n'y aurait plus de problème. Le coronavirus, ce serait la grippe. Avoir le pass ne signifie pas ne pas avoir ni le Covid et ses variants. Non, mais le problème aujourd'hui, c'est pas celui du nombre de cas. Le problème, c'est celui du nombre de gens en réanimation. Si aujourd'hui tout le monde était vacciné, vous auriez pas 4000 personnes dans des salles de réa où la capacité est aujourd'hui d'à peu près 5000, c'est-à-dire qu'elles sont presque saturées. Vous en auriez 500 ou 1000, et on ne parlerait même plus de ça. Ce sera comme la grippe aussi. Il y a des gens en réa, il y a des gens et les personnes âgées sont vaccinées, et la grippe est beaucoup moins létale que le coronavirus. Mais vous auriez aujourd'hui, avec une vaccination de tout le monde, une situation qui n'aurait rien à voir. Personne ne se poserait le problème de savoir si dans 15 jours, l'hôpital va être saturé ou non. Mais jusqu'à quand sera en vigueur ce pass vaccinal? Est-ce que le parlementaire que vous êtes, Claude Malhuret, est préoccupé au moins par cette question? Ce matin, dans les Échos, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, prévient: on ne peut pas s'habituer à vivre dans une société du contrôle permanent. Est-ce que cela vous interpelle? Bien sûr, mais moi je suis parfaitement d'accord. Mais je vous signale que au cours des années passées,
et même actuellement, nous avons été dans cette situation à plusieurs reprises. Les lois antiterroristes, aujourd'hui encore, ont un effet sur notre quotidien. Donc il faut s'habituer à vivre avec des états d'exception et d'urgence. Pas seulement sur la loi, sur toute notre vie quotidienne, parce que chaque époque a ses problèmes, chaque époque prend ses précautions et réagit à ses problèmes. Le problème de la lutte antiterroriste, c'est pas seulement le problème des lois. Quand vous prenez l'avion, évidemment que vous n'allez pas protester contre le fait qu'on fouille vos bagages, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que si on le fait pas, il y aura des avions qui exploseront. C'est toujours le même problème, le problème de la proportionnalité de la réponse à la question. Et en matière de passe vaccinal, évidemment que c'est proportionnel. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec Bruno Retailleau, on est tous d'accord. Le plus tôt sera le mieux. Dès que, et ce que j'espère, c'est ce que Véran semble commencer à le suggérer, c'est que cette vague Omicron sera peut-être, on l'espère, la dernière avant l'immunité collective, entre guillemets, et la dernière avant que le coronavirus, avant on vive comme on vit avec la grippe, avec le coronavirus. Le jour où ça arrivera, ce sera terminé. Mais bien entendu que ce sont des mesures d'urgence et bien entendu qu'il ne faut pas les garder. La question de la proportionnalité, vous l'avez dit, est essentielle. Par exemple, au Canada, on s'interroge sur la possibilité de conditionner l'accès aux allocations chômage aux personnes uniquement vaccinées. Est-ce que vous dites que ce sont des idées totalement farfelues, qu'on ne peut pas aller vers de telles discriminations, ou alors tout peut arriver? Ça montre en tout cas que la France n'est pas parmi les pays qui prennent les mesures les plus radicales. Moi, j'ai pas. Vous m'annoncez cette mesure que je ne connaissais pas, donc j'ai pas eu le temps. C'est un débat, c'est une réflexion. Réfléchir. Mais en tout cas, ça montre bien que les mesures qu'on prend, on aurait pu prendre la décision de l'obligation vaccinale. Ça, c'était une contrainte majeure. On l'a pas prise. Donc, ceux qui disent le pass vaccinal restreint les libertés, etc., il les restreint beaucoup moins que si on avait décidé l'obligation vaccinale. Donc je pense que le problème, selon les sociétés, vous savez, les sociétés nord-américaines ou les sociétés du nord de l'Europe n'ont pas les mêmes sensibilités que celles que la France ou que celles du sud de l'Europe. Donc chacun réagit en fonction de ses traditions, de son génie propre, si je peux dire. Et je trouve qu'aujourd'hui, d'ailleurs, l'immense majorité des Français aujourd'hui approuvent la politique de la vaccination. Vous avez déjà eu ce matin, nous avons vu un député favorable au pass sanitaire, au pass vaccinal, qui a été agressé chez lui à son domicile. Est-ce que vous-même, vous avez fait l'objet de menaces, de pression? Non, évidemment que sur les réseaux sociaux, je passe sur un certain nombre de choses assez désagréables, mais d'une part, je peux pas, franchement, je dirais c'est le quotidien des réseaux sociaux, donc je le regarde même plus. D'autre part, franchement, bien entendu qu'il peut y avoir des choses désagréables. Évidemment qu'il faut condamner ça. Bon, en ce qui me concerne, comme vous le savez sans doute, j'ai passé une bonne partie de ma vie à Médecins sans frontières, entre les Khmers rouges, les djihadistes afghans et un certain nombre d'autres choses. Les menaces sur les réseaux sociaux, ça me touche pas profondément. Vous avez été également à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé. J'ai commencé ma carrière à l'OMS. J'ai une question, Claude Malhuret. Il y a quelques jours, je recevais le docteur Alice Desbioles et elle me faisait remarquer, je lui ai posé la question sur le potentiel conflit d'intérêts. Est-ce que nous devrions, à chaque fois que nous interrogeons à la radio, à la télévision, un épidémiologiste, un professeur, un médecin, demander un peu comme dans une tradition anglo-saxonne, est-ce que vous avez un conflit d'intérêts, une proximité avec tel laboratoire? Est-ce que ce serait utile? Est-ce que je peux vous le demander d'ailleurs? D'abord, je n'exerce plus la médecine depuis un certain nombre d'années. Je n'ai jamais eu aucun conflit avec un laboratoire. Quant à l'OMS, moi je suis fier d'avoir travaillé pour l'OMS. J'ai travaillé pour l'OMS, c'était il y a 40 ans, au moins, dans le cadre de l'éradication de la variole. Donc on est d'ailleurs juste un peu dans le sujet. Qu'est-ce que c'était notre travail? J'étais en Inde, à la frontière du Bangladesh, dans un coin pas facile, surtout à l'époque. Et notre travail consistait à aller voir si les gens qui étaient morts dans un certain nombre d'endroits étaient morts de la variole. Et s'ils étaient morts de la variole, on bouclait, ça c'était l'Inde qui faisait ça, c'était une politique beaucoup plus dure
que ce qu'on fait aujourd'hui. Elle bouclait le périmètre dans un diamètre de 15 km et tout le monde, personne n'en sortait tant qu'ils n'étaient pas tous vaccinés. Je dois dire que ça a eu son mérite puisque la variole aujourd'hui est éradiquée. Je suis décoré comme tous ceux qui ont participé à ce programme de l'ordre de la bifurcated needle, c'est-à-dire l'aiguille à deux branches qui était l'aiguille avec laquelle on vaccinait et qui a été une distinction symbolique qui a été faite par l'OMS. Donc voilà, le vaccin, il a quand même pour la variole, pour la poliomyélite, pour un certain nombre de maladies, et pour beaucoup de maladies. Aujourd'hui, il y a 11 vaccinations obligatoires, personne ne dit rien, et c'est ces vaccinations qui ont permis qu'il n'y ait plus aujourd'hui d'épidémies catastrophiques de rougeole, et c'est ce que vous direz au Sénat pour ce projet de loi sur le pass vaccinal que nous suivrons avec attention. Les débats, évidemment, au Sénat sont souvent rigoureux et votre voix porte. Merci Claude Malhuret d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Merci à vous. Merci Sonia, merci Claude Malhuret. Allez à suivre